Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette nouvelle conférence qui sera donnée par Ingrid Falk, qui est chercheuse au CNRS et enseignante en histoire de l'art médiéval à l'université Louvain-la-Neuve. Alors voilà, je lui passe la parole dès maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je vais vous présenter une conférence qui vise à livrer les premiers résultats d'une recherche en cours sur la place des images dans les pratiques dévotionnelles et méditatives des moines carthusiens, donc des chartreux, dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. Donc l'ordre de Saint-Bruno, l'ordre des chartreux, a été fondé en 1084 par Saint Bruno, et cet ordre est célèbre pour son mode de vie austère. Menant une vie contemplative de type semi-érémitique, les chartreux prônent en effet la solitude, le silence et la simplicité comme les seuls moyens d'atteindre la perfection spirituelle. Donc les moines carthusiens observent une clôture perpétuelle, pratiquent le silence de manière quasi permanente et passent la majeure partie de leur temps dans leur cellule individuelle, plongés dans la lecture, la prière et la méditation. À la fin du Moyen-Âge, donc la période qui va nous occuper aujourd'hui, beaucoup de ces moines et de ces moniales, parce qu'il y a une branche féminine aussi chez les chartreux, beaucoup de ces moines et moniales pratiquent également la copie de manuscrits. Donc les seuls moments passés en communauté étaient, et sont encore, les offices des matines, des laudes et des vêpres qui étaient récités à l'église, ainsi que le repas et la réunion du chapitre le dimanche. Et donc la devise, c'est une devise informelle et tardive des moines chartreux, donc la croix de mort tandis que le monde tourne, illustre bien l'état d'esprit de cet ordre contemplatif. Donc les moines carthusiens sont également réputés pour leur appréciation négative des œuvres d'art et des images au sein de la clôture, puisque ces images nuiraient à la simplicité de leur mode de vie. Pourtant, de nombreuses œuvres d'art provenant des chartreuses de toute l'Europe nous sont parvenues, et vous voyez ici à l'écran, en guise d'introduction visuelle à mon propos, quelques œuvres qui proviennent des chartreuses des anciens Pays-Bas, qui seront donc au centre de mon attention. Donc, dans le cadre de cette conférence, je me propose donc de me pencher avec vous sur ces images qui ont été commandées et réalisées par et pour les chartreux, afin de questionner cette apparente contradiction entre la simplicité du mode de vie carthusien et la présence d'images et d'œuvres d'art dans leur monastère. Je vais donc me concentrer sur les anciens Pays-Bas entre le XIVe et le XVIe siècle, et c'est une région qui est encore relativement méconnue dans le domaine de l'art carthusien. Au fil de ma conférence, je me focaliserai plus précisément sur les rapports entre ces images et les pratiques méditatives et dévotionnelles des moines et des moniales. Le but étant de jeter les bases d'une meilleure compréhension de leur culture visuelle et de tenter de comprendre quelle place les images pouvaient occuper dans leur quotidien. Donc à la fin du Moyen-Âge, dans les anciens Pays-Bas, il y a 25 chartreuses. 23 de ces monastères sont masculins. Il y a 2 monastères féminins, la chartreuse de Bruges et la chartreuse de Gonnet, dans le nord de la France, qui étaient toutes deux liées à une chartreuse masculine. Alors pour commencer, je vous propose donc de nous pencher sur les textes normatifs carthusiens afin de cerner la position officielle de l'ordre quant à la présence d'images et d'œuvres d'art au sein de la clôture. Donc les chartreux ne suivent pas la règle de Saint-Benoît, mais appliquent des règles internes à leur ordre qui se sont codifiées au fil du temps sous la forme de coutumes. Et on doit leur première mise en forme à Guigues Ier, qui est le 5e prieur de la Grande Chartreuse, qui est la maison mère de l'ordre, dans la région de Grenoble. Et ces premières coutumes, les Consuetudines, ont été rédigées donc, par Guigues entre 1121 et 1128, sous la forme d'une lettre qu'il adresse à quelques autres prieurs chartreux qui sont soucieux d'obtenir des directives. Ces Consuetudines sont divisées en 80 chapitres, répartis en 3 thématiques, la liturgie, les pratiques des moines et les usages relevant de la vie monastique. Et ce n'est que dans le chapitre 40 que la dimension artistique et visuelle est abordée par le biais de la question des ornements placés dans l'Église. Et Guigues Ier écrit ainsi: Nous n'avons dans l'Église d'ornements en or ou en argent, à l'exception du calice et du chalumeau qui sert à prendre le sang du Seigneur.
Nous n'avons ni tenture ni tapis. Cette affirmation est corroborée par Guibert de Nogent dans son autobiographie, où il précise que les moines de la Grande Chartreuse, je cite, « n'acceptent de qui que ce soit ni or ni argent, ni objet sacré. Ils ont là, en tout et pour tout, un calice d'argent. » Les dons d'œuvres d'art, donc par de généreux bienfaiteurs, sont en effet accueillis avec circonspection à cette époque. Puis, force est de constater qu'au fil du temps, les choses évoluent, et donc dès le XIIIe siècle, on recense plusieurs décisions du chapitre général de l'ordre qui se réunit tous les ans à la Grande Chartreuse et qui réunit les prieurs des différents monastères. Plusieurs décisions donc, qui concernent la présence de, je cite, peintures curieuses dans certains monastères. Et puis le phénomène se renforce considérablement au siècle suivant. Alors, du point de vue normatif, la présence de plus en plus importante d'œuvres d'art dans les Chartreuses se laisse deviner par les Nova Statuta, donc une nouvelle version des coutumes, qui sont rédigées en 1368 sous l'impulsion du prieur général Guillaume Reynaud. Et on y observe des modifications du statut relatif aux ornements, qui est déplacé dans la section qui traite des choses qui nuisent à la simplicité cartésienne. Donc on voit que, du point de vue de la direction de l'ordre, c'est une question problématique. Donc il y est question à nouveau de peintures curieuses qui doivent être effacées de nos églises et maisons là où il est possible de le faire sans scandale. Il ne doit pas être permis d'en faire de nouvelles. Dans la même veine, la charte du chapitre général de 1424 livre une ordonnance intéressante sur ces questions. Donc je lis, « Étant donné que dans la plupart des maisons des provinces de notre ordre, contrairement au statut, se multiplient sur les autels des retables peints d'images curieuses et, tant sur les verrières qu'ailleurs, d'autres peintures avec boucliers et armoiries des séculiers et formes féminines, contraires à la sainte simplicité et à l'humilité de notre ordre, ce qui ne manque pas d'indigner des gens respectables, nous ordonnons que tous ces retables peints et autres peintures curieuses, comme sudit, soient enlevés là où il est possible de le faire sans provoquer un important scandale, et qu'il ne soit pas permis d'en faire de nouveaux. De plus, il est requis aux visiteurs des provinces d'assurer la ferme observance de ceux-ci. » On remarque donc avec intérêt que cette ordonnance concernant des retables dans les églises et des vitraux se répète en fait au fil du temps. Et on constate aussi qu'ici, il n'est fait aucune mention explicite d'images situées dans les parties individuelles, donc dans les cellules des moines. Or, on suppose, on sait qu'il y en avait. Donc, quoi qu'il en soit, donc une telle ordonnance indique qu'à la fin du Moyen-Âge, les œuvres d'art sont donc bel et bien présentes dans les Chartreuses. La mention des armoiries de séculiers pointe plus précisément vers un phénomène caractéristique de cette période, à savoir le patronage des Chartreuses, qui dépendent alors largement de donations de riches bienfaiteurs issus de l'aristocratie et des familles princières et royales. Et donc, en échange de leur soutien financier, ces riches bienfaiteurs attendaient des moines carthusiens qui étaient alors considérés comme l'élite spirituelle de l'époque, qu'ils prient pour le salut de leur âme. Alors, s'écartant de l'idéal de solitude des Chartreux, ces pratiques de donation impliquaient donc des interactions entre les moines et le monde extérieur. Alors, dans un premier temps, l'introduction de ces œuvres en Chartreuse, par des laïcs, c'est principalement limité aux parties conventuelles, aux parties communes de l'Église, donc l'église, du monastère, donc l'église, la salle du chapitre ou le grand cloître. Cependant, elles ont rapidement atteint les cellules des moines. En effet, les bienfaiteurs donnaient régulièrement, et c'est attesté par des sources d'archives, régulièrement des livres enluminés ou de petites images dévotionnelles. Et l'exemple le plus fameux de ces peintures placées dans les cellules et commandées par des bienfaiteurs est sans conteste celui des 26 tableaux qui représentent la crucifixion, commandés par le duc de Bourgogne Philippe le Hardi pour les cellules des moines de la Chartreuse de Champmolles à Dijon. Ce sont des tableaux qui ont été commandés par le duc à l'artiste Jean de Beaumetz et qui ont été réalisés entre 1389 et 1395. Et vous avez ici à l'écran les deux seuls témoins qui subsistent de ce cycle de 26 tableaux qui étaient placés dans les cellules des moines. Alors pendant longtemps, les historiens et les historiennes de l'art ont supposé que la présence d'œuvres d'art dans les Chartreuses s'expliquait avant tout par l'influence de tels bienfaiteurs. Puis, il y a quelques années, cette hypothèse a été revue et l'implication des moines dans l'élaboration du programme visuel de leur monastère a été davantage prise en considération. Et à cet égard,
L'ouvrage de l'historienne de l'art américaine Sherilyn Quist, consacré à la chartreuse de Champmol, est un exemple remarquable puisqu'elle y démontre qu'au-delà des intentions des ducs de Bourgogne, en particulier de Philippe le Hardi, le complexe artistique de la chartreuse de Champmol représentait pour les moines un moyen d'asseoir leur idéologie, leur réputation et leur identité, et ils se sont impliqués personnellement dans l'élaboration du programme iconographique. Il n'est par ailleurs pas rare de trouver dans les archives des mentions de moines qui ont eu une activité artistique. Alors, la plupart de ces mentions concernent des moines qui avaient une pratique dans le mineur, en même temps qu'une activité de scribe, mais on retrouve aussi quelques mentions de peintres et de peintres verriers. Et donc, pour les Pays-Bas, on peut notamment citer le moine Liévin Potier, qui était moine à la Chartreuse de Gand, qui est décédé en 1480 et qui a peint plusieurs tableaux pour l'église conventuelle de Gand, ou encore le frère convers de la Chartreuse d'Amsterdam, Jan Boel, qui a appris à réaliser des vitraux. Par ailleurs, la production de petites statuettes dévotionnelles est également attestée dans plusieurs chartreuses des Pays-Bas, notamment grâce à la découverte lors de fouilles de matrices destinées à réaliser des reliefs en terre de pipe ou en terracotta. Donc, c'est le cas de la chartreuse de Roermond et de la chartreuse de Delft. Vous avez 2 exemples de ces matrices à l'écran. Et par ailleurs, à la chartreuse du Mont Sainte-Marie de Gonnet, donc la chartreuse féminine de Gonnet, on a retrouvé plusieurs petites statuettes de la Vierge, vous en avez une ici à l'écran, qui font une dizaine de centimètres et qui indiquent la présence probable d'un atelier de production de petites vierges en terracotta et en terre de pipe à Gonnet. Et donc peut-être ces statuettes étaient-elles destinées à prendre place dans les oratoires privés des moines et des moniales, comme Guillaume d'Ivray, un moine chartreux du Piémont qui est décédé en 1320, l'explique dans un de ses traités intitulé De Origine et Veritate Perfectae Religionis. Dans ce texte, dont une copie se trouvait notamment à la chartreuse du Val-Saint-Esprit à Gonnet, Guillaume d'Ivray nous donne de précieuses informations sur l'environnement visuel des cellules carthusiennes. Donc, selon lui, les moines de Saint-Bruno étaient autorisés à disposer d'un crucifix et d'une image de la Vierge ou d'un autre saint dans l'oratoire de leurs cellules. Et il affirme également « Les chartreux dans leurs cellules ne refusent ni ne rejettent les images de dévotion, mais ils les acceptent et les recherchent librement et avec empressement parce qu'elles excitent la dévotion et l'imagination et augmentent les idées dévotionnelles. » Avec ces propos, Guillaume d'Ivray nous offre une justification cruciale de l'utilisation de l'imagerie dévotionnelle par les moines chartreux au début de la période qui nous intéresse. Donc, selon lui, les images peuvent être utilisées par les moines dans l'intimité de leurs cellules, comme support de leur pratique de prière et de méditation, parce qu'elles ont un pouvoir imaginatif. Donc, dans la spiritualité carthusienne, on voit que les images pourraient donc remplir le même rôle que les livres qui, selon les coutumes de Guigues Ier, constituent pour les moines une nourriture de l'âme dont ils pouvaient disposer dans leurs cellules. Et donc, les moines étaient autorisés à disposer de 2 livres dans leurs cellules qu'ils allaient chercher à la bibliothèque commune. Donc, cette mise en contexte que je viens de faire m'a permis de convoquer plusieurs types de sources sur lesquelles je me base donc, dans le cadre de cette recherche en cours sur la place des images jouées dans les pratiques contemplatives des moines. Avant de vous présenter 2 cas précis d'images ayant servi à de tels types de pratiques dévotionnelles et méditatives, je vous propose d'abord d'esquisser un panorama général des œuvres qui ont été conservées provenant de ces chartreuses et que j'ai pu recenser à ce jour. Et donc là, c'est un travail en cours qui n'est pas totalement abouti. Donc, entre la fin du XIIIe date de la création des premières chartreuses. Donc, vous voyez ici à l'écran donc, la liste de toutes les chartreuses des anciens Pays-Bas, leur localisation. Donc, entre la fin du XIIIe, qui est la date des premières fondations, et la fin du XVIe, qui est la fin de la période que j'envisage, parce qu'en fait, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les crises iconoclastes font que la plupart des chartreuses des anciens Pays-Bas sont détruites, et donc c'est une étape importante. Donc, on a 25 chartreuses sur le territoire. La plus ancienne est celle de Valenciennes, la plus récente, celle de Leuven. Ces monastères sont de taille, de richesse et d'importance historique très variables. Et donc, en fait, grosso modo, les plus intéressantes et parce que les mieux documentées, ce sont celles de Herne, donc Erin en français, Bruges, Gonnet, Liège, Roermond, Utrecht, Amsterdam, Scheut et Leuven, Louvain.
Donc, toutes ces institutions ont accueilli dans leurs murs, commandé de nombreuses œuvres d'art qui ont pris des formes diverses et variées. Et donc à ce jour, donc le travail est donc toujours en cours, mais en voie d'achèvement, j'ai répertorié 111 œuvres qui vont du manuscrit enluminé au cycle de vitraux. Alors la catégorie d'œuvres la mieux représentée, c'est celle des manuscrits illustrés, donc avec des miniatures ou des dessins. J'en ai recensé jusqu'à ce jour 50. On retrouve beaucoup de manuscrits liturgiques, principalement des graduels et des antiphonaires. Et donc là, il est intéressant de noter que la plupart de ces livres liturgiques sont des livres de petite dimension, comme on le voit à l'écran pour le graduel de la Chartreuse de Genadedal à Bruges, ce qui suggère un usage individuel de ces manuscrits pendant la messe ou dans les cellules. Dans le cas des antiphonaires de Gonnet, donc de la Chartreuse féminine de Gonnet, l'individualisation est par ailleurs attestée par des notes manuscrites qui renseignent l'identité de la moniale à qui le manuscrit appartenait. On compte également plusieurs Bibles en plusieurs volumes, richement illuminées, comme celle de la Chartreuse de Herne, qui a été copiée par le scribe Gérard Brilis et illustrée par plusieurs artistes. Et sa réalisation a été financée par le prieur de la Chartreuse, donc c'est donc une commande interne au monastère. On retrouve également un certain nombre de manuscrits qui comportent des textes dévotionnels et qui sont illustrés. Et donc cette catégorie est évidemment particulièrement intéressante pour les questions qui m'intéressent. Et donc vous avez ici à l'exemple, ce sont souvent donc, dans ces manuscrits des miniatures de faible qualité ou des dessins. Et donc on peut parmi ces manuscrits citer le manuscrit 370 de la Bibliothèque universitaire d'Utrecht, qui provient de la Chartreuse d'Utrecht, et qui contient des sermons de Césaire de Heisterbach sur la Vierge et un texte intitulé Speculum Beatae Mariae Virginis, donc un texte dévotionnel consacré à la Vierge. Et les sermons de Césaire sont illustrés par 2 vignettes qui représentent la fuite en Égypte et la Sainte Famille. Et par ailleurs, toute une série d'espaces vides des espaces qui ont été laissés vides dans le manuscrit, donc qui étaient destinés à accueillir des vignettes qui n'ont pas été réalisées. Et par ailleurs, dans les dernières pages du manuscrit, on constate la présence de nombreux dessins qui ont été ajoutés ultérieurement à la main par un moine. Et donc, ces dessins témoignent d'un usage du manuscrit et d'un usage illustratif du manuscrit. Donc, après les manuscrits, on retrouve des peintures. J'en ai recensé 35. Parmi lesquels plusieurs sont documentés comme étant des œuvres commémoratives. C'est le cas de ce triptyque du maître de Delft, qui a servi de tableau épitaphe, ou encore c'est le cas de la célèbre crucifixion de Roger van der Weyden, qui était destinée à un autel de la Chartreuse de Scheut à Bruxelles. Alors, on retrouve aussi plusieurs tableaux de petites, voire de très petites dimensions, qui était selon toute vraisemblance destiné aux cellules des moines. Et donc là, vous avez un exemple d'un artiste anonyme, une nativité avec un moine inconnu, et puis un tableau assez célèbre de Petrus Christus, qu'on appelle la Vierge d'Exeter, qui a été réalisé par le moine de la Chartreuse d'abord de Bruges et puis d'Utrecht, Jan Vos. Et donc ce tableau est vraiment très petit, il fait cette taille-ci en fait, grosso modo. Enfin, dans le domaine de la peinture, il y a un cas unique, à savoir les peintures murales de la chapelle des Frères Convers de la Chartreuse de Roermond, qui date du début du XVIe siècle. Donc, c'est une peinture murale qui représente l'enfer et qui faisait partie d'un ensemble plus vaste qui représentait le jugement dernier. Et on a avancé l'hypothèse que ce programme iconographique du jugement dernier a été composé probablement par les moines de la Chartreuse en s'inspirant du traité sur les 4 fins dernières de l'homme de Denis le Chartreux, qui est un auteur cartésien important, qui est né en 1402 et décédé en 1471, et qui était moine à la Chartreuse de Roermond, où il a passé la majeure partie de sa vie, et dont l'œuvre littéraire était intégralement conservée sur place. Alors, dans le domaine de la sculpture, on conserve 9 sculptures mobilières, dont plusieurs statuettes en terre de Py, mais aussi des sculptures en pierre de plus grand format, comme la Vierge de Gonnet, réalisée par Jean Pépin de Huy, pour la Chartreuse de Gonnet en 1329, la Chartreuse du Mont-Sainte-Marie. Et là, c'est une commande de la comtesse Mao d'Artois. On a aussi des retables sculptés, donc ici 2 retables qui représentent la même composition qui proviennent de la Chartreuse de Roermond.
Et on conserve très peu de choses dans le domaine de la sculpture monumentale, et ça c'est dû au fait que la plupart des chartreuses des anciens Pays-Bas ont été détruites dans la deuxième moitié du XVIe siècle et puis supprimées en 1783 par l'empereur Joseph II, et donc on conserve très peu de choses. Mais donc on conserve notamment un fragment d'un buste de Monial de la chartreuse du Mont Sainte-Marie à Gonnet, donc c'était certainement une représentation de Monial agenouillé en prière sur le portail, et puis une clé de voûte ici de la chartreuse de Zélem. Les chartreuses des anciens Pays-Bas possédaient également de nombreux vitraux dans leurs églises, mais aussi et surtout dans leur grand cloître, donc le cloître qui desservait l'église et les cellules des moines. Alors, étant donné la suppression des monastères, la plupart de ces ensembles ont aujourd'hui disparu, mais plusieurs sont documentés par des sources écrites. C'est notamment le cas du cycle typologique du grand cloître de la chartreuse de Schieut, qui a été réalisé dans les premières décennies du XVIe siècle et dont on conserve un programme iconographique détaillé dans un manuscrit. Donc, vous avez une page ici de ce manuscrit représenté à l'écran. Donc là, on ne conserve aucune verrière de ce cycle, mais on sait on connaît tout son programme iconographique. Et à l'inverse, pour la chartreuse de Louvain, on a conservé toute une série de vitraux qui ont été démembrés et éparpillés. La plupart sont conservés aujourd'hui en Angleterre et aux États-Unis. Donc c'est quasiment impossible de reconstituer précisément le cycle, mais on sait que c'était un cycle typologique avec des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc on le voit, le corpus des œuvres carthusiennes des anciens Pays-Bas est assez vaste, et a fortiori, on pourra s'étonner de cette richesse en regard des ordonnances en matière d'œuvres d'art dans les coutumes de l'ordre. Alors à cet égard, il convient de noter que bon nombre de ces œuvres sont donc des objets de petite dimension. Voici une série qui suggère que ces œuvres étaient utilisées en cellules, ce que le témoignage de Guillaume d'Ivray vient confirmer. Il convient donc de se questionner sur l'usage que ces moines et ces moniales faisaient de ces objets visuels dans leur quotidien, fait de prière et de méditation. Et donc, dans le temps qui me reste, je voudrais apporter des éléments de réponse à ces deux questions en abordant deux cas d'étude, le cas d'un tableau et le cas d'un manuscrit enluminé. Donc, ce premier cas d'étude est représentatif d'une caractéristique importante du corpus présenté ici, à savoir, vous l'aurez peut-être remarqué, le nombre important d'œuvres qui représentent des moines et des moniales en prière dans les œuvres, ou dans d'autres activités quotidiennes comme la lecture et l'écriture. Alors, on pourrait se demander si on doit comprendre ces images comme des témoignages d'une certaine vanité bien mal à propos dans le contexte carthusien, ou s'il faut plutôt les comprendre comme un indice de l'importance des images comme moyen d'expression et comme support des exercices spirituels de ces personnes. Et donc, je propose de me concentrer maintenant sur un petit diptyque qui a été réalisé par un artiste flamand de la fin du XVe siècle. Donc, comme je l'ai signalé précédemment, donc la routine quotidienne des Chartreux consiste à préserver le silence, la solitude, qu'ils considèrent comme le seul et véritable moyen d'atteindre la perfection spirituelle. Et le lieu dans lequel on peut atteindre, selon eux, cet état, c'est la cellule monastique, qui est un lieu secret, isolé, un lieu de solitude, dans lequel la rencontre avec Dieu peut se produire. Et donc la cellule monastique est vraiment le trait distinctif de l'ordre des Chartreux, et dès la fondation de l'ordre, ce lieu a été la préoccupation de plusieurs auteurs qui ont mis en évidence son rôle essentiel dans la vie contemplative des moines. Ainsi, Guigues Ier écrit « Notre principale application et notre vocation sont de nous occuper du silence et de la solitude de la cellule. » De même, dans sa lettre d'or adressée aux Chartreux du Mont-Dieu, vers 1145, Guillaume de Saint-Thierry écrit « Car la cellule chérit, nourrit et enveloppe le Fils de la grâce, fruit de son travail, et elle le conduit à la plénitude de la perfection et le rend digne de converser avec Dieu. » Donc l'activité principale des moines dans la cellule, c'est la prière, la méditation. Et à l'époque qui nous intéresse, la pratique méditative fait largement appel à l'imagination. Et elle utilise intensément des images matérielles et des images mentales qu'on se forge dans l'esprit. Et donc le processus méditatif est en effet considéré comme menant de la perception visuelle d'images matérielles à la création d'images mentales dans l'esprit.
Images mentales qui sont ensuite traitées par les facultés de l'âme, et notamment par la faculté imaginative, afin de mener à la contemplation de Dieu. Alors, ces idées sont bien exprimées et résumées par Denis Chartreux, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans son livre intitulé « De la vie et de la fin de l'homme solitaire », rédigé vers 1435-1440, qui vise à définir en quoi consiste la vie des moines solitaires. Et donc, dans la seconde partie de cet ouvrage, Denis explique que le but des Chartreux est d'atteindre la vision de Dieu, qui n'est accessible qu'en passant par la contemplation du monde créé. Donc, et ce faisant, Denis se réfère en fait à un célèbre passage de l'Épître aux Romains de saint Paul, qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on considère dans ses ouvrages. » Donc ce passage de l'Épître aux Romains de saint Paul constitue la base de la doctrine de la spéculation, qui présente le monde visible comme un miroir du monde divin, du monde céleste. Et donc la spéculation, à cette époque, c'est une véritable théorie de la vision, selon laquelle l'essence et l'imagination sont absolument nécessaires dans le processus spirituel. Donc les visions extérieures, les visions corporelles mènent à la vision intérieure, à la vision spirituelle et à la contemplation. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien démontré par l'historien de l'art Jeffrey Hamburger. Et donc le recours par Denis Chartreux à cette notion de spéculation est intéressante parce qu'elle nous permet de jeter un regard neuf sur la place et le rôle des images dans les pratiques méditatives, une place qui a longtemps été minimisée par les historiens de l'art qui travaillaient sur ces questions. On considère en effet très souvent que les Chartreux sont réticents à utiliser l'imagerie dans leurs pratiques méditatives. Or, on a une série de preuves visuelles et de preuves textuelles, comme ce texte, qui viennent contredire cette idée. Alors, ayant ceci à l'esprit, je me tourne donc vers ce diptyque du maître de Brunswick qui représente un moine carthusien présenté par Sainte Barbe à l'intérieur de la clôture d'un monastère. Il est agenouillé dans un jardin clos face à Sainte Anne, la Vierge et le Christ. Alors, la localisation de ce monastère dans un paysage vallonné peut être perçue comme une allusion au désert de Chartreuse, donc le fait que les Chartreuses sont situées dans des endroits isolés. Et surtout ici, le lieu de la rencontre entre le moine et le Christ peut être mis en relation avec la métaphore de l'âme en tant que cloître, qui est une métaphore très populaire dans la culture monastique médiévale. En effet, de nombreux textes monastiques recourent à cette métaphore des lieux conventuels afin de symboliser les différentes étapes de la vie vertueuse ou de la vie mystique. Et donc, le plus célèbre de ces textes, c'est le De Claustro Animae de Hugues de Fouillois, qui date du milieu du XIIe siècle. Et dans ces textes, chaque partie architecturale de la clôture monastique est allégorisée de telle sorte que le cloître devient une image de l'âme dans lequel chaque élément symbolise une vertu et dans lequel l'âme s'unit à Dieu. Donc, dans le diptyque, la rencontre divine peut donc être comprise, le lieu de la rencontre divine peut donc être comprise comme l'âme du moine, qui est métaphorisée sous la forme d'un cloître. Et cela fait écho à deux caractéristiques cruciales des textes carthusiens que j'ai évoqués, donc l'importance du désert de Chartreuse et de la cellule dans la vie spirituelle des moines. Et donc dans ces textes, on retrouve en effet l'idée selon laquelle la cellule, en tant qu'espace physique, matériel dans lequel se trouve le moine, entretient une relation, un jeu avec un autre espace, un espace qui cette fois est intérieur, celui de la cellule du cœur, le cubiculum cordis, donc l'âme du moine. Et cette relation implique un mouvement de la part du moine qui va de la cellule extérieure à la cellule intérieure. Et ce principe a été formulé pour la première fois par Guillaume de Saint-Thierry dans sa lettre d'or. Il y stipule que la cellule extérieure est la maison où ton âme reste unie à ton corps. La cellule intérieure, c'est la conscience que Dieu, intime des intimes, doit habiter avec ton esprit. La porte de la clôture extérieure est le symbole de la porte de la fortification intérieure. De même que la première interdit au sens corporel d'errer à l'extérieur, la seconde retient les sens intérieurs dans le domaine le plus intime auquel ils appartiennent. Aimez votre cellule intérieure et aimez aussi la cellule extérieure et vénérez-les comme elles le méritent. Et donc c'est donc au sein de la cellule que le moine apprend à ménager le silence nécessaire pour rencontrer Dieu.
Et donc dans ce diptyque, en plaçant le moine devant la Vierge et l'enfant dans un espace cloîtré, l'artiste a, je crois, traduit visuellement ce travail qui mène à la contemplation de Dieu, puisque dans la spiritualité cartésienne, un tel espace cloîtré fait allusion au cubiculum cordis. Donc on a une représentation dans le tableau du cubiculum cordis du moine qui est représenté, qui était situé matériellement dans la cellule physique matérielle du moine. Et donc cette peinture, qui était probablement accrochée dans l'oratoire de la cellule du moine, semble ainsi matérialiser ou visualiser cet espace intérieur dans l'espace extérieur de la cellule, ce qui conduit en termes de pratique méditative à une interaction complexe entre matériel et spirituel. Et donc la peinture stimule ainsi et guide le processus méditatif du moine afin de le conduire à la contemplation de Dieu. Alors je passe maintenant à mon second cas d'étude, qui concerne donc un manuscrit qui est un recueil de textes contemplatifs accompagné de dessins. Alors, les bibliothèques des Chartreuses ont pour la plupart été bien étudiées et elles attestent en général, et le contenu de ces bibliothèques atteste à quel point les problématiques liées à la méditation et à la contemplation de Dieu sont centrales pour les moines. Et à cet égard, la bibliothèque de la Chartreuse d'Utrecht est particulièrement intéressante parce qu'elle a été exceptionnellement bien conservée. Donc on conserve aujourd'hui 154 manuscrits et un nombre important aussi d'incunables, qui témoignent d'un intérêt pour l'ensemble de la tradition mystique. Donc la principale catégorie de manuscrits de textes conservés dans cette bibliothèque sont des textes mystiques qui concernent aussi la contemplation. Alors, je vais me focaliser ici sur un de ces manuscrits, qui est donc un recueil de citations et d'extraits de textes mystiques centrés sur les questions relatives à la vie contemplative, donc ce qu'est la vie contemplative, comment on l'atteint, comment on la cultive. Et donc ce manuscrit a été rédigé par un moine de la Chartreuse au milieu du XVe siècle. Et de par sa composition, donc le fait que c'est une série de textes hétéroclites et plusieurs de ces unités de textes sont en fait des recueils de citations, la composition du volume évoque les rapiaria des dévots modernes, donc les membres de la dévotion moderne, qui est un courant important dans les anciens Pays-Bas à la fin du Moyen-Âge. Et donc ces rapiaria, ce sont des recueils de citations et de notes qui avaient pour but de soutenir la vie spirituelle de chacun individuellement. Alors le caractère exceptionnel de ce codex, qui a été donc composé par un moine de la Chartreuse au fil de ses lectures, donc selon toute vraisemblance, il a lu plusieurs manuscrits, il a lu des manuscrits de la bibliothèque, et puis il a composé dans ce manuscrit individuel un recueil sur la base de textes qu'il estimait particulièrement intéressants. Et ce qui est exceptionnel ici, c'est que ce recueil de textes est accompagné de 3 dessins que vous voyez à l'écran, qui sont des dessins dont l'intérêt principal ne réside pas dans leur qualité artistique, mais plutôt dans ce qu'ils représentent. Donc, ce sont des dessins diagrammes qui ont été placés dans les 2 premiers recueils de citations et d'extraits qui constituent la partie la plus personnelle de l'ouvrage. Et donc, ils représentent un moine avec un ange qui le place sous sa protection, un séraphin, et puis l'ascension d'Élie sur son char. Et donc ces images sont accompagnées d'inscriptions, comme vous le voyez. Et je me propose ici de me focaliser sur les 2 premières images qui se situent dans un des recueils, le premier recueil, afin d'explorer donc les liens qui se tissent dans ce manuscrit entre texte et images, et comment cette combinaison structure l'expérience de méditation et de contemplation du moine. Donc le premier dessin représente un ange debout qui abrite sous ses ailes et sous son menton un chartreux. Donc la composition évoque le thème iconographique bien connu de la Vierge au manteau, qui est apparu en milieu cistercien dans le courant du XIVe siècle et qui a connu ensuite un vif succès dans plusieurs ordres monastiques et en particulier chez les Chartreux. Alors le texte qui est situé dans le haut de l'image, je perds ma ligne, est un extrait du psaume 55 qui fait écho à l'idée du désert carthusien. Et c'est aussi une citation qui donne une voix au moine agenouillé dans l'image auquel pouvait s'identifier le lecteur. En dessous de cette citation, le copiste a inséré entre les ailes de l'ange les noms des 3 facultés intellectives de l'âme, donc la mémoire, l'intellect et la volonté, tandis que les ailes elles-mêmes portent des inscriptions espoir et peur.
Et enfin, sous les pieds de l'ange, on a un autre extrait du psaume 55 qui fait parler le moine. « Ah, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et trouverais le repos. » Alors ce dessin se trouve juste après un extrait d'un texte d'un auteur qu'on appelle le Pseudo-Bernard, un texte qui s'appelle Les Meditationes Pissimae de Cognitione Humanae Conditionis, qui est un texte qui invite à la connaissance de soi et qui exhorte à mener une vie sainte. Donc il y est question dans ce texte de la nature de l'homme qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, avec une mention de ces 3 facultés intellectives qui reflètent les 3 personnes de la Trinité et leurs interactions. Et donc, les 3 facultés intellectives de l'âme sont représentées, sont inscrites sur le dessin. Donc, on a donc un échange, un écho entre texte et image sur ces 2 folios. L'image ancrant donc l'exhortation à mener une vie sainte dans le contexte cartésien du moine. Alors, après ce dessin, on retrouve un extrait du De Spiritualibus Ascensionibus de Gerard Zerbol van Zutphen, un auteur célèbre du mouvement de la dévotion moderne, et ensuite une version abrégée du texte du traité de la triple voie de Bonaventure, qui se termine par un schéma structuré de manière à être remémoré. Donc c'est la partie que vous voyez à gauche. Et ce schéma fait face au 2e dessin, qui donc représente un séraphin. Alors, chacune des 6 ailes de ce séraphin est composée de plumes avec des inscriptions latines. Et ces inscriptions latines font référence à un texte intitulé De Sex Salim Cherubim, qui est un traité ascétique consacré à la pénitence, qui a pendant longtemps été attribué à Alain de Lille et qui est, dans la tradition manuscrite, régulièrement associé à une image de séraphin comme celle-ci. Alors, dans le manuscrit, on ne trouve pas le traité en tant que tel, mais on en trouve des extraits dans les inscriptions sur le diagramme. Et donc, dans ce traité d'Alain de Lille, attribué à Alain de Lille, les ailes du séraphin sont utilisées comme des moyens mémotechniques qui présentent les vertus nécessaires à acquérir dans le processus de pénitence et les moyens pour acquérir ces vertus. Et donc, ça, c'est tout ce qu'on retrouve. Oui, donc voilà, ici d'autres représentations de cette figure de séraphin dans des manuscrits du traité. Et puis ici, donc, la description des différentes vertus et des moyens pour acquérir ces vertus dans le dessin qui font allusion au traité. Alors, le texte situé dans la partie inférieure du dessin correspond en fait, moyennant de légères modifications, à la conclusion du traité des Sexalim, qui comporte des extraits des psaumes 17, 55 et 57, dont on retrouvait déjà des passages dans le premier dessin. Donc on voit que tous les éléments du manuscrit sont liés entre eux. Et donc cette inscription dit « Voici les ailes dont le psalmiste dit « Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, et je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Voici les ailes dont le psalmiste dit « Aussi j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. » Je volerai, abandonnant les choses terrestres et cherchant les choses célestes, et je reposerai dans l'éternelle béatitude en profitant de la contemplation divine et de la vraie liberté. Alors il convient ici de se demander pourquoi le moine d'Utrecht a jugé opportun d'intégrer à son recueil sur la contemplation cette image mémotechnique du séraphin et savoir où il se l'est procuré. Alors c'est assez facile de répondre à la seconde question. Il a en fait cette figure du séraphin, il l'a copiée à partir d'un autre manuscrit de la Chartreuse d'Utrecht, un manuscrit qui a été réalisé en 1424 et qui contient les Postia in Prophetas de Nicolas de Lyre. Ce manuscrit comporte en effet plusieurs miniatures, dont cette miniature en pleine page qui présente exactement la même composition, quoique d'une qualité d'exécution bien supérieure, la même composition que le séraphin du manuscrit qui nous occupe. Or, de nombreux détails qu'on retrouve à l'identique, détails des ailes, des plis du drapé, attestent que le dessin du manuscrit qui nous occupe a directement été copié d'après la miniature des Postillas. Donc, l'image du séraphin, qui tire son origine donc, du traité des Sexalim Cherubim, mais qui a aussi connu une diffusion indépendante au traité, comme notre manuscrit l'indique, cette image n'est pas tellement une illustration d'un texte, mais est plutôt un dispositif à part entière dont la capacité à fonctionner comme
instrument de pensée est vraiment primordial. Et ça, c'est quelque chose qu'a expliqué Mary Carruthers, qui est une grande spécialiste de l'art de la mémoire au Moyen-Âge. Donc, elle explique que dans la culture monastique médiévale, la mémoire est un art de l'invention destiné à découvrir, sélectionner, se souvenir, recombiner les choses vues et apprises auparavant. Et des images mnémoniques comme la figure du séraphin permettent en fait de composer des espaces mentaux destinés à stocker des informations et pouvoir y accéder mentalement par la suite. Et donc là, c'est important, quand on lit les ouvrages de Mary Carruthers, on se rend compte à quel point les hommes et les femmes du Moyen-Âge avaient une mémoire beaucoup plus performante que la nôtre. Parce qu'ils n'avaient pas aussi tous les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, évidemment. Donc la figure du séraphin est donc dans la culture monastique médiévale une image mnémonique au pouvoir cognitif dans les pratiques méditatives. Et sa présence dans le manuscrit d'Utrecht nous permet d'appréhender la nature et la fonction de ce manuscrit et la place qui occupent les images en relation avec les textes. Et donc en effet, la nature même du recueil, donc un rapiarium, constitué par un moine au fil de ses lectures des autres manuscrits de sa bibliothèque, doit donc être prise en considération. Donc si les figures de l'ange et du séraphin sont des images mnémoniques destinées à aider le moine à retenir, à manipuler le matériau destiné à la méditation, les extraits des textes qui sont associés à ces dessins remplissent aussi un rôle similaire. Et donc de tels recueils spirituels, dans lesquels on copie des passages spirituels qu'on trouve particulièrement inspirants ou importants, ces recueils permettent à leurs propriétaires d'intérioriser dans la mémoire leur contenu. Et donc la lecture de ces extraits elle est destinée à se remémorer l'ensemble du traité de manière à évoluer dans un univers textuel et visuel ici aussi qui est en constante augmentation, en constante expansion. Et donc dans le cadre de ce manuscrit, donc cet environnement n'est pas seulement textuel mais aussi visuel. Et donc les textes et les images fonctionnent ensemble, ce sont des instruments de la mémoire. Alors, je regarde le temps, ok, donc je vais passer une petite partie. Donc cette association, j'ai presque fini, cette association de textes et d'images dans le manuscrit d'Utrecht joue un rôle fondamental dans l'expérience de lecture et l'utilisation que le moine peut faire de cet ouvrage. Et donc les liens qu'il établit entre les textes et les images, de manière à intérioriser leur contenu, alimentent sa méditation et l'aident dans sa progression spirituelle qui doit le mener à la contemplation de Dieu. Et donc ce recueil apparaît comme un véritable outil méditatif qui fait appel à la mémoire du lecteur. Et le diptyque que j'ai évoqué auparavant visualise quant à lui l'espace secret de l'âme du moine où se produit l'union à Dieu, qui est le résultat de ses méditations. Et donc les deux exemples que je viens d'analyser ici invitent ainsi à considérer à nouveau frais la place des images dans les pratiques méditatives des moines et des moniales carthusiens. Il suggère que les images jouent un rôle plus important dans la spiritualité des chartreux de la fin du Moyen-Âge que celui qu'on leur concède habituellement. Ces exemples suggèrent en effet un usage complexe des images, un usage qui les fait entrer en dialogue avec les textes qu'elles côtoient et qui les fait intervenir de manière active, une manière active et structurante dans l'expérience de lecture et l'expérience de méditation des moines. Et donc, on constate ainsi que les images agissent comme des outils de connaissance dans le cadre de ces pratiques méditatives. Elles agissent comme des machines spirituelles, à l'instar des textes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment passionnante. Merci. Alors, je passe la parole à la salle. Alors, il se trouve que nous n'avons pas de micro sans fil, mais comme cette conférence est enregistrée, je vous remercie de vous déplacer vers le micro si vous souhaitez poser une question. Bonjour, je vous remercie pour cette présentation, c'était très intéressant. J'avais une question quant à la création dans les chartreuses. J'ai vu sur votre carte qu'il y avait des chartreuses féminines.
Je voulais savoir s'il y avait eu une production artistique par les sœurs dans ces chartreuses féminines. Je pense notamment, j'avais un parallèle dans ma tête avec San Marco à Florence et les sœurs dominicaines qui ont aussi créé en contact avec l'art, notamment Fra Angelico. Voilà, je voulais savoir s'il y avait une production féminine dans ce cadre-là. Dans les anciens Pays-Bas, donc il y a 2 chartreuses féminines, celle de Bruges et celle de Gonnet. À Gonnet, en fait, on a retrouvé plusieurs statuettes en terre de pipe, et donc lors de fouilles, et donc on pense que les religieuses fabriquaient en fait des statuettes qui étaient destinées au monastère, puis aussi peut-être diffusées dans d'autres monastères chartreux. Par contre, on a plusieurs, donc les antiphonaires de Gonnet, sur lesquels je n'ai pas encore travaillé, mais sur lesquels je vais travailler, sont particulièrement intéressants parce que les religieuses sont représentées, mais elles ont été réalisées par des moines, en fait. D'autres chartreuses, mais des moines, pas démoniales. Donc à ce jour, je n'ai pas encore trouvé de traces d'œuvres réalisées par les chartreuses, mais de Gonnet et de Bruges, mais j'ai encore des recherches à faire au niveau des bibliothèques, et je pense que là, il y a moyen de trouver. Mais par contre, elles ont commandé des œuvres. Ça, c'est bien documenté. Donc à Bruges, notamment, il y a plusieurs prieurs dans la première moitié du XVIe siècle qui commandent des tableaux, en fait, mais je n'ai pas trouvé de preuve de production d'œuvres par les chartreuses pour le moment. Non, ce serait bien, mais ça me ferait plaisir, mais pas encore. Mais donc, voilà, c'est à suivre parce que je n'ai pas fini encore l'investigation de ces 2 chartreuses-là. Merci. Une autre question ? Merci. Oui. À travers ce que vous avez présenté, on voit apparaître beaucoup de petits tableaux avec représentant visiblement le chartreux. Et bon, ça pose question quoi, dans l'ambiance de pauvreté. Bon, il y a une forme d'affirmation de soi, parce que ça signifie que l'œuvre n'est pas n'importe quelle œuvre. Enfin, je veux dire, elle n'est pas pour n'importe quel chartreux, mais elle s'adresse au chartreux lui-même, enfin, qui s'est fait représenter. Bon, donc c'est pas très chrétien, quoi, comme attitude. Enfin bon, si je puis dire. Oui, alors dans notre perspective aujourd'hui, en effet, ça peut être très clairement perçu comme de la vanité. Donc en particulier, donc Jan Vos, dans le tableau de Petrus Christus, je vais y arriver, ici, celui-ci. Donc Jan Vos a commandé 2 tableaux, lui, dans lesquels il apparaît en prière, un Petrus Christus et un à Jan van Eyck, donc deux des artistes les plus importants de l'époque. Alors on peut en effet se demander, on peut interpréter ça comme un témoignage d'une certaine vanité, mais je pense aussi que il faut garder à l'esprit le pouvoir des images à cette époque-là et le pouvoir de la représentation. Et donc dans ce cadre-là, la représentation, donc c'est une représentation religieuse, le moine est représenté en prière devant la Vierge à l'Enfant, présentée par Sainte Barbe qui est une des saintes particulièrement vénérées dans l'ordre carthusien. Et donc l'ensemble de l'iconographie fait allusion à la spiritualité carthusienne. Et donc partant du fait qu'à l'époque, les images ont un véritable pouvoir et une capacité aussi à visualiser un idéal, en fait, ici, l'image peut être considérée comme une preuve de vanité, mais aussi un témoignage d'un investissement personnel dans la pratique quotidienne de la méditation et de la contemplation. C'est une visualisation, une mise en image de l'objectif ultime du moine dans sa vie, de l'objectif auquel il consacre toute sa vie, en fait. Et donc, il y a une oscillation qui est complexe à cerner, j'entends bien, entre dévotion et ostentation. Mais si on envisage les tableaux qui représentent des chartreux en prière, qu'on les compare avec des tableaux dans lesquels d'autres personnes apparaissent en prière, donc des laïcs ou des représentants d'autres ordres religieux, la mise en évidence de soi en tant qu'individu est plus forte dans d'autres tableaux. Si on pense par exemple à un exemple hyper célèbre au retable du jugement dernier de Van der Weyden aux Hospices de Beaune, où on a Nicolas Rollin et sa femme Guigonne de Salins. Là, on a une ostentation évidente. Ils sont représentés sur le revers de manière très imposante avec leurs armes, etc. Donc, mais l'oscillation entre dévotion et ostentation est en effet présente, et donc il y a aussi quand même une dimension, un désir de se montrer aussi, mais se montrer
à soi, mais à Dieu aussi. En fait, c'est se montrer à Dieu en tant dans un état de perfection spirituelle aussi. Et ça, c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit aussi. Merci. Peut-être une dernière question ? Petite question, quelle était la postérité de ce genre de tableau justement qui était réalisé pour des individus bien identifiés? Est-ce que ils avaient une seconde existence après la mort du personnage? Qu'est-ce qu'ils devenaient? Alors ça, c'est une question très difficile parce qu'on manque de sources. Donc, par exemple, les 2 tableaux qu'on a ici à l'écran, donc le tableau de Petrus Christus, on suppose, parce qu'il était très petit, qu'il était destiné à la cellule du moine. Et puis après, on ne sait pas où il a été conservé, mais en tout cas, il nous est parvenu. Donc ça veut dire qu'on lui a accordé une valeur qui était peut-être une valeur religieuse dans un premier temps, puis qui a évolué vers une valeur esthétique au fil du temps, ça paraît évident. Le second tableau, par exemple, on ne sait même pas qui est le moine représenté. Donc du coup, c'est difficile. On a peu d'informations en fait sur la manière dont ces œuvres, en tout cas les œuvres de dévotion privée ou personnelle, ont été utilisées après la mort de la personne représentée. On sait qu'elles sont restées dans les chartreuses pour certaines, où la provenance des œuvres d'art anciennes est souvent peu documentée, donc on a peu d'infos, si ce n'est qu'elles sont parvenues jusqu'à aujourd'hui et qu'on leur a accordé une certaine importance dont il est difficile d'établir la teneur au fil du temps. Et dans le cas des retables, là, très souvent, les retables restaient dans l'église, en fait, et continuaient à servir de support aux pratiques liturgiques. Du coup, l'étape avant d'arriver dans un musée, c'était une vente aux enchères ? Ça, tout peut arriver. Ça peut être, le tableau peut passer par le marché de l'art ou passer de collectionneur en collectionneur, passer dans un musée. Il y a toute une série de cas de figure possibles, en fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que donc dans le cas ici des œuvres carthusiennes, à un moment donné, elles quittent la chartreuse de gré ou de force. Ça dépend des cas. Et puis après, l'œuvre circule sur le marché de l'art ou de collectionneur en collectionneur. Ça dépend un peu. Par exemple, la bibliothèque d'Utrecht, donc, là, c'est vraiment exceptionnel. On conserve quasiment tous les manuscrits qui ont été produits dans la chartreuse à la fin du Moyen-Âge. Et tous les manuscrits sont conservés au même endroit parce qu'en fait, quand la chartreuse a été détruite pendant les crises iconoclastes, les moines ont réussi à mettre de côté tous les manuscrits, ça c'est documenté, ils les ont mis dans des caisses qui ont été évacuées de la chartreuse avant la démolition. Et puis la collection, la bibliothèque est passée, est devenue propriété de la ville d'Utrecht. Et puis au fil du temps, après, la ville a donné les collections à l'université d'Utrecht. Donc là, il y a aussi une conscience du patrimoine artistique, intellectuel de ces collections par les autorités locales qui font en sorte de le préserver. Donc, ce qui est particulièrement utile, évidemment, pour nous maintenant. D'autant plus qu'on conserve aussi plusieurs œuvres d'art de la chartreuse d'Utrecht, et donc c'est intéressant de comparer les images et les textes de ces manuscrits. Merci beaucoup à notre intervenante et merci à tous.